Parce que, qui émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que l'élevage. La viande, c'est 20% de gaz à effet de serre. Donc, je ne vous dis pas de devenir végétarien demain matin, mais mangez des lentilles. Vous faites des lentilles pour vos enfants, avec un peu de curcuma, des oignons, des herbes de Provence, ça passe très très bien. Ça avec un peu de riz complet, c'est un mal. Bon, alors maintenant en France, on ne m'avait pas parlé des ours polaires. D'habitude, quand je vais dans toutes les écoles de France et de Navarre, on me dit, tiens, les ours polaires, ils vont disparaître. Alors, non, mais je sais, mais je réponds à ça parce qu'on me pose toujours la question. Alors, qui pense que les ours polaires vont disparaître? Non, attendez, je pose mal ma question. Est-ce que le nombre d'ours polaires a diminué? Je ne sais pas, d'après vous. Alors quoi? Comment? Tu sais pas? Non, mais ce qui est écrit, c'est les... Bon. Comment? Alors, aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui, Claude il fait des anticipations, c'est très bien, c'est le boulot de météorologue. Moi je vous parle aujourd'hui, et tous mes chapitres sont corrigés par c'est pas moi qui l'ai dit. Le nombre d'ours polaires n'a pas diminué. Bon, c'est compris entre 20 et 25 000 ours polaires. Évidemment, on ne les compte pas par heure. Alors il y a certains endroits, comme au Canada, la ville de Churchill, la ville des ours, où les touristes ils viennent admirer les ours polaires. Vous savez, des grands camions, ils prennent des photos. Parce que pour venir admirer les ours polaires, paradoxe, ils ne sont pas venus à l'arabe. Vous me suivez, hein? Bon, enfin bref, je ne rajoute pas. Donc il y a certains endroits où les ours polaires sont moins nombreux, il y a d'autres endroits où leur nombre est stable, ou alors même qu'ils augmentent. Voilà. Donc pour le moment, il n'a pas diminué, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas menacé. On est bien d'accord, on n'est pas contradictoire avec ce que je dis. Alors, pourquoi ils sont menacés les ours polaires d'après vous? Allez-y, sûr que vous allez trouver. La nourriture. La nourriture, vas-y, va plus loin. Comme il y a réchauffement des océans, la nourriture est obligée de s'adapter, enfin les animaux qui mangent sont obligés de s'adapter à la chaleur de l'eau, donc ils vont dans des endroits qui correspondent, eux, à leur nourriture. Donc l'ours ne trouve plus, en fait la chaîne alimentaire est cassée. Bien. Très bien, il y a une autre raison. Alors, ce qu'elle a dit, comment c'est ton prénom? Isabelle. Qu'est-ce qui mangent les ours? Après, on parlera de la phrase, je sais bien, il y a des Français qui vont dire les ours. Qu'est-ce qui mangent les ours? Des otaries. Des otaries et surtout des phoques. Des phoques. Or, les phoques, ils les attrapent où? Sur la banquise. Sur la banquise. Or, la banquise, elle se forme de plus en plus tard et elle fond de plus en plus tôt. Donc la période de chasse est réduite. Vous me suivez? Donc il a moins de temps pour tuer des phoques et les manger. Donc il se reproduit moins. Attends. Donc, certains meurent de faim. Oui. Certains sont cannibales, mais ça a toujours été. Parce qu'au moment de trouver les femelles, si la femelle elle lui casse les pieds avec les petits, quelquefois il mange les petits. Bon, c'est pas propre aux ours polaires. Ça a toujours existé, c'est pas dû au réchauffement. Et donc il y a certains ours polaires qui s'épuisent dans l'eau en nageant. Ils s'épuisent et ils meurent. Il y en a d'autres qui se noient parce qu'ils sont sur la banquise et que la banquise est friable. Donc ils se noient, c'est vrai. Mais la principale menace pour la disparition des ours polaires, c'est les mamas ours. Ne me regardez pas comme si j'avais dit le connerie. Non, on attend la suite. J'accouche-toi, il ne me voit pas. Les mamas ours, je parle aux mamans, elles vont hiberner dans des grottes de glace. Là, je suis en classe. Donc, pendant 4 ou 5 mois, elles vont hiberner. Ça veut dire qu'elles ne mangent pas, elles ne boivent pas, elles ne font rien, quoi. Et elles vont mettre bas leurs petits. Ça veut dire que pendant 4 ou 5 mois, elles n'auront pas de ressources. Donc avant d'aller dans la grotte, il faut qu'elles fassent des réserves. Vous me suivez? Et si elles mangent moins de phoques, elles ont moins de réserves, donc elles font moins de petits. Elles ont maigri en moyenne de 30 kg à 30 ans. Ce n'est pas des chiffres, enfin, de plusieurs dizaines de kilos à 30 ans. En réalité, si les femelles ours ont de moins en moins de nourriture, elles feront moins de petits, mais plus de petits. Donc la disparition de l'ours polaire risque surtout de venir de ça. Voilà. Mais bon, les différents phénomènes ne sont pas antagonistes. Alors on en arrive à la France. Alors, quels sont les principaux problèmes liés au réchauffement climatique aujourd'hui? Parce qu'il y en a aujourd'hui. Les cigales à Grenoble. Cigales à Grenoble. Oui, non, mais les cigales, elles sont déjà jusqu'à Fourmi dans le nord. Donc, c'est pas propre à Grenoble. Je connais le truc. Alors, on y va. En phrase. Alors, chacun son tour.
les éboulements en montagne et au sous-sol qui est déjà promis. Très bien, Jean. Chute de pierre à montagne. Très très bien. Après, on y va. Vous savez tout, donc sortez-le. Dans les Landes, en fait, on constate un recul de la fonte très important. En 2014, et ça a reculé de 20 mètres. Hein. Jusqu'à 40, oui. Alors, l'érosion. L'un des plus gros problèmes en France, c'est l'érosion. Alors, comme le dit Jean, la tempête 2013-2014, la côte Aquitaine a reculé entre 10 et dans certains endroits 40 mètres. Alors, vous avez tous vu l'immeuble Le Signal, hein, vous l'avez vu sur la télé. Quand on l'a construit, il était à 200 mètres, maintenant il est à 16 mètres. Et les gens ont été évacués. Ils ont été évacués le 15 janvier 2014. Et comme c'est bourré d'amiante, on ne peut pas laisser dans le... Alors, par contre, ce que tu dis pas, mon pays, la Camargue, c'est la région qui recule le plus. Alors là, je ne vais pas à ma conférence, je ne vais pas tout vous montrer. Là, le trait de côte des Celtes de la Camargue, il a toujours bougé au fil des siècles. C'est pas stable un trait de côte. Hein. Voilà. Là, sur 80% de la Camargue, la mer avance entre 10 et 15 mètres par an. Je ne vois pas, je l'ai vécu. Alors, je montre des photos dans mes conférences. Je me baignais avec mes enfants 30 mètres devant la digue, maintenant on se baigne 30 mètres derrière. Fait, voilà. À 6 ans, 60 mètres, 10 mètres par an. Et cette année, tous ceux qui sont allés au Sainte-Marie l'ont vu, ceux qui l'ont vu, il y a eu une tempête en novembre, la mer a avancé de 50 mètres. Vous imaginez ce que ça fait 50 mètres? C'est pas pour ça que les gens s'affolent, ils roulent en 4x4 pour aller chercher 6 œufs, 1000 salades, mais la mer avance et elle arrive au phénomène. Alors là aussi, il y a deux positions. Il y a ceux qui disent, notamment le maire des Celtes, mais c'est moins dans la côte Aquitaine. Le maire des Celtes, il dit, nous, il faut bétonner. Ça veut dire mettre des digues. Tu vois, des digues en terre, des épis, des digues, pour briser la force des vagues. Et comme ça, la mer, elle avance plus. Tu comprends le truc? Le problème, c'est que tu vois la construction d'une digue. Bon, la digue, tu sais, ça fait 3 mètres de haut. Tu reviens l'année d'après, tu dis, merde, elle est passée où la digue? Pourquoi il la refond? Ah bon, au début, je n'avais pas compris. Hein. J'étais couillon comme ça, je n'avais pas compris. Je suis allé voir les gars. Les gars, ils m'ont dit, mais regardez, monsieur, les vagues, elles cognent des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Elles cognent des deux côtés des digues. Et quand elles descendent, qu'est-ce qu'elles font? Elles creusent le sable qui est dessous. En réalité, les rochers, ils n'ont plus rien pour tenir, ils s'effondrent. Alors tu reviens l'année d'après, ils refont la digue. Et à chaque fois, il faut financer. Et comme les deniers publics, vous me suivez toujours. Alors le maire des Celtes, il dit, oh mais la plage Est a reculé 50 mètres, on va faire une nouvelle digue. En moralité, si on veut que la mer avance, il faut faire des digues de Perpignan jusqu'à Menton. Donc c'est pas une solution. Alors la solution qui est avancée par le Conservatoire du Littoral, par les écolos, par les scientifiques et par les rapports du gouvernement, quel que soit le gouvernement, je lis tous les rapports qui paraissent là-dessus, rapport Cousin sous le gouvernement Fillon, sur le trait de côte et tout, ils disent qu'il faut le repli stratégique. C'est-à-dire que là où il n'y a pas d'usine, là où il n'y a pas de gens qui vivent, on laisse rentrer la mer. Vous me suivez? On laisse rentrer la mer, puis la mer va se retirer. Voilà. Ça s'appelle le repli stratégique. Et ça, il y a ça, et puis la relocalisation, ce qu'ils préconisent en Aquitaine. Ils veulent relocaliser des commerces et des habitations, c'est-à-dire les déplacer sur 30 ou 50 mètres, et ça va coûter très très cher. Alors il faut savoir qu'en 2014, la France a rétréci de 172 hectares. C'est pas beaucoup, c'est symbolique. Pour 2030, c'est 1550 hectares. Et si la mer augmente d'un mètre, là vous avez vu le trafic du ministère de l'Environnement, il y aura des milliers de kilomètres d'autoroutes, alors je ne peux pas avoir le chiffre net, c'est 4000 kilomètres d'autoroutes qui seront submergés, et 2000 kilomètres de voies ferrées, avec un seul mètre d'augmentation de l'eau de mer. Et pour le moment, le GIEC qui prévoit 88 cm, et certains climatologues, Éric Regnault, que tu connais qui travaille pour le pôle sud, lui, il prévoit plutôt 2 mètres. Alors imaginez le changement en France, de notre pays, par rapport à cette submersion des eaux de mer, la France va rétrécir et ça va coûter très très cher de déplacer les voies ferrées, les autoroutes, les routes, sans compter les ports, sans compter les activités et tout. Ça, il faut que vous en soyez conscients. Vous en ayez conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, bon, on verra, on ne l'a pas vu, mais je ne suis pas très optimiste là-dessus. Est-ce que vous voyez autre chose pour la phrase? L'érosion. Autre chose, vas-y. Les cultures. Tu as raison. Les cultures. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par les cultures, Isabelle? Par rapport à la sécheresse, les vagues de chaleur qu'il y a, forcément, les cultures ne sont plus adaptées au climat.
Très bien. Donc l'INRA étudie d'autres cultures comme le sorgho qui vient d'Afrique pour remplacer le maïs irrigué. Il faut savoir que les rendements en 2003 de la canicule, la plupart des rendements agricoles ont diminué jusqu'à 30%. Tout à fait. Après, toi. Très bien. Inondation dans les villes. Oui, tu as raison. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par urbanisation? La bétonisation sur un certain nombre de secteurs sans qu'on prévoie les écoulements des eaux et c'est l'imperméabilité. Très très bien. À la conférence à laquelle un économiste qui disait que l'infrastructure mondiale, les infrastructures globales mondiales, c'était plusieurs, je crois que c'était 3500 milliards de dollars, et que pour construire des infrastructures résilientes et à empreinte carbone nulle, il fallait juste rajouter 7% à cette somme-là pour arriver à des infrastructures. Donc c'est pas si cher que ça de construire des infrastructures qui sont à empreinte carbone nulle et résilientes par rapport au changement climatique. Alors. On artificialise l'équivalent d'un département tous les 7 ans en France. Hein. C'est ça. C'est la folie. Voilà. Donc je rejoins ce qu'a dit Jean Claude. Vous avez vu des inondations à côté de Cannes qui ont fait des dizaines de morts. C'est bien sûr à cause du climat, des pluies. Mais vous avez vu que déjà ils disaient, mais moi, finalement j'ai voulu construire au bord de l'eau. Le maire a dit, on va tout construire. Des terrains qui n'étaient pas construits, les gens ont construit. Alors, regarde le paradoxe. Le désir déjà d'habiter au bord de la mer n'a pas diminué. Et le prix des terrains n'a pas diminué. Donc il y a toujours autant de Français qui veulent habiter au bord de la mer et qui disent, oh, c'est pas près d'arriver. Et le jour où le maire les fait évacuer les plages, comme c'est le cas à Bias, dans le sud, ah non, non, on ne veut pas partir, on va rester là. Puis s'il y a des inondations et des morts, on accusera le maire d'avoir permis de construire. Donc c'est très compliqué. Après, inondation, érosion. L'assèchement des rivières qui fait que les centrales nucléaires qui sont en bord et qui... Vas-y Isabelle. L'assèchement des rivières qui fait que les centrales nucléaires qui ont besoin de l'eau pour refroidir leurs réacteurs vont avoir des difficultés à utiliser. Tu passes en 2003. En 2003, les réacteurs nucléaires ont été, notamment à Fessenheim, refroidis avec des pompes à eau. Des jets d'eau pour refroidir Fessenheim. Et la faune et la flore, ils ont dépassé la température exigée pour respecter la faune et la flore. C'était à 6 mois avant de s'arrêter aussi. Énorme problème, tu as tout à fait raison. Moi, je voudrais faire un petit correctif quand même sur l'imperméabilisation des sols par les constructions de bétonnage partout. Ça n'a strictement rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est simplement que les gens ne veulent pas mettre les pieds. Et par exemple, la cité Claude tout à l'heure, le jardin 21 de la ville, on a nous, dans notre agenda 21, pris les mesures, et Janine est là pour le dire, puisqu'elle faisait partie de l'urbanisme. Nous, quand on dépose un permis de construire quand on déposait un permis de construire à Saint-Fargeau-Ponthierry, on devait avoir 60% de la parcelle qui n'était pas bétonnée. C'est-à-dire que ça, c'est simplement une volonté d'urbanisme, pas de réchauffement climatique. Autre chose, on n'a pas dit le contraire, rassure. Biodiversité, à quoi tu passes? Est-ce que vous pouvez prendre un micro? Prends le micro, non, là, j'ai la fille. L'évolution de la biodiversité avec le changement climatique fait qu'on ne trouve plus les espèces où elles étaient. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure sur la chenille processionnaire qui est maintenant dans le nord de la France. Les abeilles, le problème des abeilles aussi, c'est une multitude de changements qui vont entraîner qu'effectivement ça complexifie. Je vois bien l'INRA, ils font des essais de plantation et pour envisager la suite des choses par rapport aux forêts, afin de voir des forêts qui vont être plus résistantes aux phénomènes météo, etc. Donc il y a ça, et puis il y a toute l'évolution de la biodiversité. Après, Bon. je sais pas. Si, mais tu as tout à... Alors, je vais parler un peu des chenilles, parce que je connais bien le truc. Est-ce que tout le monde connaît les chenilles processionnelles? Vous en avez chez vous? Bon, alors, ça, c'est la preuve tangente, manifeste,
dès qu'il fait chaud, parce que jusqu'aux années 90, elle ne dépassait pas la loi. J'ai étudié le truc, rassurez-vous. Et elle ne montait pas trop d'altitude, elle ne dépassait pas les 1000 mètres souvent. Quand les années où il fait chaud, elles ont pas entre 5 et 10 km. Elles étaient à Paris cet été, elles sont rentrées dans Paris 1er août 2015. Alors, ces chenilles processionnelles, vous savez ce que ça fait? Ça pose sur les pins, de préférence. Ça fait des nids, des jolis nids blancs, on ne sait pas que c'est ça, souvent on regarde, oh c'est joli. Ça fait des nids pour se protéger du froid. Et ça empêche les pins de se développer. En réalité, sylviculteur qui élève les pins, son pain il ne bouge plus, voire même il meurt. Alors après, les chenilles processionnaires au printemps, elles descendent le long du tronc en procession. C'est ça qu'on les appelle processionnaires. Attachées par un fil de soie. Elles descendent le long du tronc et elles cherchent un endroit ensoleillé pour se blottir dedans et se transformer en papillon. Et c'est là où le bas blesse. Quand elles descendent, elles émettent des harpons allergiques. Vous me suivez toujours? Moralité, quand elles descendent, il y a le chien, le chiot, le chat et tout, qui regarde, hop, il attrape la chenille. Il la mange. Le chien, ça il fait une nécrose de la lame, la plupart du temps, il faut l'euthanasie. Les chats, pareil. Et les humains. Alors, cet été, il y a une femme qui me dit, pour cette marée de la mer, elle me dit, ma voisine s'est levée en pleine nuit, elle était rouge comme une écrevisse. Elle ne savait pas ce que c'était, elle est allée à l'hôpital d'Arles, elle est restée toute la nuit dans son lit, quand elle est revenue, elle est rentrée dans son lit, elle a trouvé une chenille qui avait dû être apportée par son chat. Donc dans la plupart des cas, pour les hommes, c'est pas dangereux, comme les méduses. Mais pour ceux qui sont allergiques, ça peut créer des chocs prophylactiques qui peuvent conduire jusqu'à la mort. Alors le problème, c'est qu'avant, c'était que dans les forestiers, ils avaient l'habitude, ils passaient du BT, ça tuait les chenilles. Maintenant, c'est un problème périurbain. Pourquoi? Les maires, MAI, qui peuvent être maires aussi, le accent grave. Bon, les maires, ils se disent, je vais embellir le rond-point, je vais embellir le cimetière, je vais embellir l'école. Je vais planter des pins. Alors ils commandent aux pépiniéristes, apporte-moi 20 pins. Le problème, c'est que quand il apporte les pins, il y a la motte de terre dessous. Et dans la motte de terre, pas toujours, des fois, il y a des chenilles processionnaires. En réalité, les chenilles processionnaires montent vers le nord à cause du climat et à cause des mers qui font déplacer ces chenilles dans le nord. Voilà. Et pour s'en débarrasser, moi, je vous raconte une petite histoire. J'étais à Lorient, je faisais une conférence à Lorient, et puis je raconte tout ça. Le mec, il me dit, moi, comment ça il parlait? Moi, j'arrivais pas à me débarrasser de mes chenilles, j'ai appelé la société de chasse. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont tous tiré sur le nid de chenilles processionnaires. Je ne vous vois pas. Alors évidemment, ils sont partis de partout, évidemment, ça ne les a pas toutes tuées. Donc c'est un gros problème de santé. Les chenilles, les papillons montent vers le nord. On est d'accord. Les plantes montent vers le nord à l'altitude. Donc si l'altitude est dépassée, ces plantes vont disparaître. Et vous m'avez parlé tout à l'heure des problèmes de santé. Bon, ça c'est mon gros truc, parce que étant hypochondriaque, le problème de santé lié au réchauffement, je pourrais vous tenir toute la nuit. Quel est le problème? On parlait des moustiques tigres. D'accord. On parle des moustiques tigres. Actuellement, il y a à peu près 20 départements en France où alerte orange sur le moustique tigre. Il y a quelques années, il n'y avait qu'un département, le Var. Puis il y en a eu 5, puis 17, puis 20. Et on en trouve dans 32 départements. Et le moustique tigre est à Paris. Il est arrivé à Paris le 25 août 2015. Ah oui, tu ne le savais pas, Isabelle. Bon. Alors, la plupart du temps, ça provoque 3 maladies. Les 2 premières, vous les connaissez. Le chikungunya, la dengue, le 3e. Non. Celui qui a ravagé la Polynésie, qui a beaucoup de cas polynésistes, était le Zika. Quel est le Zika? Donc, le moustique tigre, chaque année, il y avait beaucoup de cas de dengue et de chikungunya quand il y a des épidémies à La Réunion, à La Réunion, aux Antilles, il y a une épidémie de dengue et de chikungunya pendant 2 ans. Donc, les Antillais qui allaient passer leurs vacances là-bas, ils revenaient, ils avaient chopé la maladie, mais bon, ils sont bien soignés. Le problème, c'est que maintenant, ils attrapent la dengue ou le chikungunya en France. L'année dernière, il y a eu 12 cas à Montpellier de chikungunya, et cet été, il y a 4 cas de dengue à Nîmes. Vous voyez, donc on peut l'attraper chez nous, parce que pas besoin d'aller à l'étranger. Votre moustique, il va piquer le voisin qui a le chikungunya,
qui vous pique vous après, vous avez... Voilà. Donc, c'est présent. Alors, on a un service de santé très développé, tout va bien. Mais quel est le principal problème de santé lié au réchauffement? Vous allez me le dire. Surtout ici. Très bien. À cause de quelle plante en particulier? L'ambroisie, qui migre à une allure phénoménale. Et vous savez, un pied d'ambroisie, dans les années 90, ça dégageait 5 grammes de pollen. Avec le réchauffement, c'est 10 grammes de pollen. Donc plus il fait chaud, plus elle dégage des pollens allergiques. Toi, vas-y. Est-ce que l'ambroisie est un problème de réchauffement climatique alors qu'elle est arrivée par avion du Canada? Excellente question. Mais tu as tout à fait raison. C'est comme le moustique tigre, il est arrivé par bateau ou par avion de l'étranger. Oui, non, mais je sais. Le tout, c'est que l'ambroisie, qui se développe surtout en région Rhône-Alpes, se développe à une allure phénoménale, et plus il fait chaud, plus elle a des pollens allergiques. Alors après, les sources peuvent être différentes. Le réchauffement climatique, il accroît les phénomènes. Alors quel est le principal problème de santé? Vous avez parlé des moustiques, oui, des allergies, oui, attention aux piscines au chlore. Gros problème d'allergie avec le chlore des piscines. Mais quel est le principal problème ici, notamment? Qualité de l'air, oui, mais il y a une autre bestiole qui fait des ravages. Ils vont tout ressortir. Les rats aux pieds. La tigre, c'est ça. Alors, pour reprendre ce qu'il a dit lui, comment c'est ton prénom? Pour reprendre ce qu'a dit Jean, la tigre, elle existait bien avant l'existence de l'homme. Donc c'est pas le changement climatique qu'il a créé, on est d'accord. Le problème, c'est qu'ils ont fait une expérience à Marseille, professeur Raoult, ils ont fait cuber des tigres à 25 degrés, elle ne bougeait pas. À 40 degrés, c'était comme folle, elle piquait sans ça. Tu vois, Georges, ce que je dis, c'est pas le réchauffement qui a créé la tigre, c'est le réchauffement qui accentue les piqûres de tigre, qui provoque deux maladies terribles. La maladie de l'âge, qui fait des ravages, je ne veux pas vous en parler si dans demain vous êtes encore là, et l'encéphalite à tigre, qui vous pique, alors si vous avez des questions, j'y répondrai, qui vous pique même sur la neige. Même sur la neige. La tigre. Alors, vous regardez l'émission Les tigres piquent sur la scène, c'est sur Internet. Voilà. Et vous verrez les ravages que ça fait. Les tigres piquent. Alors, juste pour compléter, s'il vous plaît, la forêt de Cédar, juste à côté, est l'une des forêts en France où il y a le plus de tigres. Parce qu'il y a des écureuils de Corée, les tamias, qui peuvent, qui n'est pas venu non plus, qui peuvent emporter jusqu'à 250 chacun. Et l'Institut Pasteur, les scientifiques, viennent de faire leurs expériences en forêt de Cédar pour évaluer la toxicité des tigres. Ils font des prélèvements de sang, il y a des mammifères qui en ont ou qui en ont pas. Et c'est un garde forestier de la forêt de Cédar qui m'a affolé là-dessus. Il m'a dit, mais j'ai des dizaines de collègues qui ont la méningite, un fauteuil roulant et tout. Et après, j'ai beaucoup lu, j'ai eu des témoignages terribles, une estite de hier, qui ne se rappelait même plus le nom de ses gosses 6 mois après le début. C'est catastrophique. Alors, je ne veux pas vous affoler. Hein. Si vous allez en forêt, protégez-vous. Il n'y a pas de gosses là. Je ne dis pas de bêtises. Oui, allez-y. Il va falloir conclure. Ouais, c'est bon. Il va falloir l'arrêter. Je suis bavard, mais je crois que j'ai trouvé bavard. Oui, alors, ce qu'on disait tout à l'heure, les oiseaux, comme 10 minutes, les oiseaux qui migraient, certains ne migrent plus parce qu'ils trouvent la nourriture dans le pays des cigognes, il y en a beaucoup qui restent en cavale, vous avez su. Il y en a moins qui migrent. C'est bien, ça fait deux. Alors, Ça fait comment? deux visions. Moi, j'ai posé. Voilà. Elle est libre. Est-ce que vous voulez une anecdote sur les oiseaux? Ça intéresse quelqu'un, les oiseaux? Alors, les oiseaux. Je vous donne 2 exemples sur les oiseaux qui ont très très bien étudié. Le gobe-mouche noir, c'est un petit passereau, et d'habitude, hop, quand il faisait froid, il migrait au Sahara, puis il revenait tranquille, faire ses œufs et tout. Le problème, c'est que lui, il n'a pas changé sa date de retour. Il a pris un billet aller, il n'a pas changé sa date de retour. Or, comme le printemps est plus précoce, les bourgeons éclosent plus tôt, les chenilles plus tôt, et après ce sont des papillons. Bon, on était quand le gobe-mouche noir, il revient en France, à Golan. Ces oisillons, ils veulent les nourrir avec des chenilles, il n'y en a plus, la plupart des oisillons, ils meurent en chenilles. Deuxième exemple, c'est la mésange charbonnière. Elle ne migre pas, elle est intelligente, elle sent, alors on sent comme vous voulez, que le printemps va être plus précoce.
Elle est meilleure que les gens de Météo France. Elle sent quand le printemps est plus. Moralité, le pompe plus tôt. Et comme le pompe plus tôt, eh bien, les petits oisillons vont manger des chenilles. Voilà pour les oiseaux. Je pourrais citer plein d'exemples. Globalement, lié à la biodiversité, les espèces montent vers le nord. Et la majorité auront beaucoup de mal à s'adapter parce que le réchauffement va très très vite. Alors certes, toutes ne montent pas vers le nord. On est d'accord, c'est jamais des mathématiques. Une autre question sur la phrase. Vous avez dit l'érosion, vous avez dit les maladies, les réfugiés climatiques. Oui. À quoi vous pensez encore? Baisse de la neigement dans les montagnes. Baisse de jours de neige au sol, très important. Ah là aussi, je dit 10 minutes. Je pourrais parler jusqu'à minutes. Là aussi, comme il y a moins de neige au sol, deux attitudes des maires émaillés toujours. Le maire, il se dit, première attitude, les maires en montagne, il se dit, wow, les écolos, les scientifiques, les gens de Météo France, ils racontent des conneries, depuis qu'ils racontent ça, c'est pas la peine. Je veux garder mes touristes. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais acheter des canons, je vais des canons, ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais pour avoir des canons, il faut trois choses. Une, de l'eau, donc il faut faire des barrages à d'altitude, quelquefois ça manque pour l'hydroélectricité ou l'agriculture, pour les gens. Qu'est-ce qu'il faut encore? De l'énergie, beaucoup d'énergie. Et troisième chose, du froid. Ce qui fait qu'il faut qu'il fasse moins de 0 degré. Et comme dans les Alpes, c'est là où la température va être le plus 1,5 degré, il fera de moins en moins souvent, c'est moins de 0 degré. Moralité, leur canon à neige, ça risque d'être de l'argent dilapidé. Deuxième attitude, le maire, qui se dit, ouais, finalement, les écolos, les scientifiques, etc., ils ne racontent pas que des conneries. On voit bien qu'il y a moins de neige, on voit bien qu'elle tombe plus tard. Attendage, je devrais plus représenter. Moralité, on va diversifier l'offre touristique. On va pas faire que, on va faire des raquettes, des massages, de la dame, du yoga, du tir à l'arc, pour garder nos touristes. Parce que si on ne garde pas nos touristes, je suis battu aux prochaines élections. Parce que les commerçants, ils ont pris l'argent, les hôteliers, voilà. Ok? Voilà par rapport à la neige. Et comme l'a dit Jean tout à l'heure, les rochers, il y a de plus en plus de chutes de rochers parce que le ciment qui les tenait, le gel qui tenait les rochers, comme ils forment, ben les rochers, ils tombent. Alors, il y a des quantités phénoménales de rochers qui s'effondrent. Avec des morts, avec des interdictions de circuler dans certaines zones. Très juste. Et les glaciers qui reculent, la mer de glace a perdu 2 km depuis l'époque pré-industrielle. Et le glacier des Bossons, 1,5 km. Voilà. Autre chose sur la France, comme il me limite, 5 minutes. 5 minutes. Alors, on va faire la conclusion. Ça a gagné tout le monde. 5 minutes. Allez, 5 minutes maintenant. Il me coupe au meilleur moment. Vas-y. Tout à l'heure, vous parliez du coût des interventions, des investissements pour justement apporter une solution, tenter d'apporter une solution. Il est bien clair qu'aujourd'hui, tous, autant que nous sommes, nous voudrions tous participer. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qu'il faut faire, par exemple dans nos maisons, il faut isoler. Il faut isoler le plancher en mettant de la laine de roche, il faut remplacer les fenêtres. Ça a un coût. Aujourd'hui, dans le contexte actuel économique, eh bien les gens voudraient bien, mais ils ne peuvent point. Voilà le problème. Là, je me permets de le dire parce que les bâtiments, je vais vous répondre. Écoutez, parce que ça intéresse tout le monde, ça. Il y a sur les problèmes d'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire sur l'habitat ancien, il y a dans la loi sur la transition énergétique, il y a beaucoup d'encouragements en ce moment, depuis 2-3 mois là. Il y a des prêts à taux zéro, il y a tout un tas de choses, tout un arsenal de choses qui vous permettront de faire ces travaux dans de bien meilleures conditions. Il faut le savoir, il suffit d'aller sur le site de l'ADEME ou d'aller dans chaque département, il y a un point info ADEME et ils vous diront exactement tout ce que vous pouvez faire. Donc il y a vraiment moyen de faire des choses dans ce domaine. Et puis une dernière chose également, sachez que si vous faites une maison neuve, la RT 2012 française est quand même la loi, est quand même le règlement thermique le plus coercitif d'Europe, puisque vos bâtiments doivent, quand ils sont neufs, ne pas faire plus de 50 kWh par mètre carré par an. Donc les bâtiments modernes sont en France de bons exemples. Et pour ce qui est des bâtiments anciens, vous pouvez vraiment faire des choses avec des encouragements intéressants. Et vous pouvez les consulter, il y a des points info énergie dans tous les départements de France.
ils regarderont vos projets, ils regarderont vos devis, ils vous conseilleront et c'est tout gratuit. C'est vrai tout ce que vous dites, mais aujourd'hui, quand on voit le coût, de tous ces travaux, et même si on a une fiscale, même si on a une subvention, il faut quand même mettre le reste. Et mettre le reste, c'est encore un coût trop élevé. Donc finalement, les gens ne font rien. Et là, ici, dans la salle, tu parlais de construire une maison neuve. D'accord, mais ici, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent construire une maison neuve? Non, il n'y a que des maisons anciennes qui sont plus ou moins, même plutôt moins isolées qu'il faudrait. Donc, c'est trop d'argent à mettre, même si on est subventionné, même si on a un prêt à trésor. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, faut parle que de l'investissement que tu as sur l'isolation. Mais attends, c'est un investissement. Non, écoute-moi, Jackie. C'est un investissement, ça te coûte d'isoler. Mais il y a un retour. C'est-à-dire que sur les 5 ou les 10 années qu'il y a derrière, tu vas consommer bien moins d'énergie. Mais je serai mort. Oh, mais non, tu seras pas mort. Non, c'est pas vrai, ça c'est de la mauvaise foi. Non. Je vais te donner un exemple. Écoute-moi, je vais te donner un exemple, parce que je fais du conseil là-dedans. J'ai quelqu'un qui a fait une isolation qui lui a coûté une certaine somme. Le retour sur investissement, c'est-à-dire les économies d'énergie qu'il a fait, et ça c'est calculé parce qu'il a vérifié, eh bien il a amorti son investissement en 5 ans. Ça va me dire qu'il n'y a pas eu encore 5 ans. Je le souhaite dans tous les cas. Bon. Alors, 10 minutes de plus. On est là jusqu'à minuit, la galette de soja est en train de chauffer. Vas-y. Il veut parler, le jeune homme. Mais... Ouais, moi j'ai une remarque à faire, c'est que quand on va par exemple en Italie, beaucoup de gens ont des... Tu sais pourquoi, je vais t'expliquer. Bon, alors, moi je suis d'accord avec Jackie, je suis d'accord avec toi. C'est pas grave, on peut avoir des divergences, peu importe, c'est pas grave. Et je partage absolument ton opinion, même je l'amplifierai. C'est que même quand tu as toutes les aides, et les régions, le gouvernement, tout le monde, comme il dit, il a raison, il faut énergie pour te subventionner. Il faut sortir beaucoup d'argent. Il faut sortir 20, 30 000 euros, même plus. Or, les couples jeunes, ils n'ont pas cet argent-là. Et les anciens, ta réflexion est juste, Jackie. Ils se disent, oh, ben, n'importe comment, si j'ai 15 ans pour l'amortir, dans 15 ans, je ne serai plus là. Donc, il y a comme ça, ne veut pas dire que les solutions n'existent pas, mais le coûte cher. Et quand ils te font la pub, ils te disent, prêt à taux zéro. Oui, ils ne te disent pas ce qu'il te faut donner. Et j'ai un copain, il a installé des capteurs solaires, un copain très écolo qui avait fait Copenhague et tout. Au bout d'un moment, il m'a dit, il est venu manger à la maison, je faisais un repas végétarien. Il me dit, Jackie, j'arrête. Je ne sers qu'à équiper les riches. Il me dit des capteurs solaires. J'en ai marre, je vais cultiver des chèvres à côté de moi. C'est un exemple, je ne veux pas dire. Ça veut dire que ça sert pour ceux qui ont les moyens. Alors, bon, on peut avoir des divergences. Je constate ça. Depuis des années, il y a des primes, il y a des incitations, il y a tout. Et malheureusement, ça va. Alors, tu sais pourquoi dans le sud il y a peu de capteurs solaires? Ils ont tout mis à l'électrique parce qu'il y a des centrales nucléaires, tout. Il y a des logements dans le sud où il fait 300 jours de soleil par an, c'est le chauffage électrique. C'est une aberration totale. Alors, la conclusion, parce qu'il va accorder 5 minutes, je continue. Alors, moi, la conclusion que j'ai, c'est il ne faut pas se décourager. Sinon, on n'a pas le droit d'être pessimiste, comme le dit Alain Bertrand. On a la situation qui est, on a les gouvernements qui sont là. Bon, bref, ça sert à rien de critiquer. Il faut tous faire des efforts. On espère que la COP21 sera un succès. Ça ne peut pas être un échec complet. Nicolas est allé dans tous les pays du monde. Hollande est allé aux Philippines avec Mélanie Laurent. Non, je pleurais pour elle, peu cher. Marion Cotillard et Mélanie Laurent, je les connais, le soir Greenpeace. Et au lieu qu'elle fasse un discours à Manille, plein de... Tu vois, ce sont des actrices exceptionnelles. J'ai dit, Marion Cotillard, elle va nous émouvoir, c'est beau et tout. Ils y ont donné le discours juste avant. J'ai dit, Marion, tu dis ça. La pauvre, elle a regardé. Oui, les technologies vont devoir... Je lui ai dit, ma pauvre Marion. Alors j'ai appelé la secrétaire de Nicolas Hulot le lendemain, j'ai dit, vous avez déconné quand même, elle dit, ouais, c'est vrai. Bon, enfin bref, c'est un détail. Donc, ça ne sera pas un échec complet,
Mais c'est à nous tous, on peut faire des efforts malgré tout ce que tu dis. Et moi, je vous donnerai, je n'ai pas de conseil à vous donner, il faut conjuguer l'adverbe moins à tous les temps. C'est-à-dire moins rouler, moins consommer, moins se chauffer et tout. Plus de relations humaines. Quand tu as froid, il y a des façons de se réchauffer différentes. Non, mais je suis grivois un peu, tu vois, moins mieux si tu veux, moins manger. Moi je dis pas bien manger, je dis moins manger. Tu n'es pas obligé tous les jours de faire 2 steaks, tu peux vivre plus simplement avec des... Les steaks de la famille à côté sont aussi mieux, il y a aussi des choses qu'on peut faire mieux. Oui, si c'est local, c'est déjà moins trop mal. Bon, mais on peut prendre d'autres steaks de soja, des galettes de céréales, c'est très bon aussi. Voilà, surtout moins consommer, baisser notre empreinte écologique, notre consommation carbone, et faire confiance à l'avenir. Parce qu'on a des arguments plus optimistes, ou plus négatifs, peu importe. Il faut faire confiance à l'avenir. On a des enfants. N'oubliez pas qu'ils vont vivre sur cette planète. Il faut leur garder la planète dans son bon état, le meilleur possible. Donc faisons confiance, investissons notre énergie, notre argent pour préserver le mieux possible la planète et faisons confiance à nos enfants. Voilà. Juste un mot, vous allez dire que je fais de la pub. Je vends mon livre à 10 € au sol parce qu'il y a quelques mots qui sont collés dedans. Par exemple, quand on écrit mon amour, moi est collé amour. Mais quand on sert, on est souvent collé. Voilà. Ok. Merci de votre attention. À bientôt.